J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas quand ma sœur, Amanda, a annoncé sa géniale idée pendant notre réunion de famille. Amanda, 32 ans, a toujours été le centre d'attention, le genre de personne qui fait que tout tourne autour d'elle, et moi, Jacob, son petit frère, 29 ans, j'ai toujours été sa cible favorite. C'était l'anniversaire de notre père, un anniversaire important, ses 65 ans. Toute la famille était là, réunie autour de la grande table de la salle à manger chez mes parents. Maman s'était surpassée, décorant la maison avec des banderoles et des ballons, tandis que papa était assis au bout de la table, savourant l'attention. J'essayais de me faire discret, en sirotant ma boisson, quand Amanda a soudainement fait teinter son verre bruyamment, attirant l'attention de tous. « Bon, tout le monde, j'ai une idée », a-t-elle dit, affichant son sourire caractéristique, celui qui annonçait généralement des ennuis. Pour le grand jour de papa, j'ai pensé que ce serait amusant de faire quelque chose de mémorable, une blague familiale. La pièce s'est remplie d'enthousiasme. Mon jeune cousin, Logan, 16 ans et le plus grand fan d'Amanda, a commencé à applaudir comme si elle venait d'annoncer des billets gratuits pour un concert. Ma mère a souri nerveusement. Elle n'était pas une grande fan des pitreries d'Amanda, mais elle ne voulait pas gâcher la fête. Même mon père semblait intrigué. « Qui est la victime ?» a demandé tante Clara, son verre de vin oscillant dangereusement dans sa main. Je pouvais déjà sentir le regard collectif de la salle se tourner vers moi avant même qu'Amanda ne prononce un mot. « Jacob » a-t-elle annoncé, me pointant du doigt de façon dramatique. Je me suis figé, le cœur serré. Amanda avait le don de transformer les blagues les plus simples en spectacles exagérés. La dernière fois qu'elle avait fait quelque chose comme ça, j'avais fini avec un gâteau à la crème sur le visage devant mes collègues lors d'un pique-nique d'entreprise. Il m'avait fallu des semaines pour m'en remettre. « Pas question », ai-je murmuré, secouant la tête. « Je ne suis pas intéressée. »« Oh, allez, Jake », a dit Amanda en faisant la moue, utilisant déjà le surnom que je détestais. « Ce sera inoffensif. En plus, tu es le seul qui peut le supporter, n'est-ce pas ?» Ma mère semblait hésitante, mais elle ne s'est pas opposée. Mon père a ri sous cape, appréciant clairement le spectacle, et le reste de la famille a applaudi, m'encourageant comme si j'avais le choix. J'ai soupiré, me sentant piégé. « D'accord, ai-je murmuré. Quel est le plan ?» Le sourire d'Amanda s'est élargi. « Tu verras », a-t-elle dit, d'un ton dégoulinant pratiquement de malice. Le lendemain matin, Amanda a convoqué une réunion de planification dans le salon. La plupart des membres de la famille se sont rassemblés, curieux de savoir ce qu'elle avait prévu. Amanda était dans son élément, debout devant un tableau blanc qu'elle avait sorti de nulle part. « Bon, voilà le deal », a-t-elle commencé, dessinant un bonhomme allumette sur le tableau, moi, vraisemblablement. Jacob croira que nous célébrons l'anniversaire de papa avec une activité familiale normale, mais à la place, nous allons organiser une fausse expérience d'escape game au sous-sol. Il devra résoudre toutes ces énigmes folles pour s'échapper. Et voici la surprise, elle a fait une pause pour un effet dramatique. Il n'y a pas d'issue, jusqu'à ce que nous décidions que c'est fini. La pièce a éclaté de rire. Mon cousin Logan se roulait pratiquement par terre. Même mon oncle Marc, d'habitude sérieux, a esquissé un sourire. « Attends, ai-je dit, levant la main. Et si je ne veux pas faire ça ?» Amanda m'a fait signe de la main. « Détends-toi. C'est juste pour s'amuser. Fais-moi confiance, tu adoreras. » Je ne lui faisais pas confiance, pas une seconde. Mais dire non n'était plus une option. Toute la famille était d'accord, et me retirer maintenant me ferait passer pour un mauvais perdant. Le jour de la blague, Amanda et ses complices, Logan et mon autre cousin, Riley, ont passé des heures à préparer le sous-sol. Je n'étais pas autorisée à voir quoi que ce soit, mais je pouvais les entendre rire et chuchoter à travers la porte fermée. Pendant ce temps, le reste de la famille agissait comme si c'était une fête d'anniversaire normale. Mon père était de très bonne humeur, discutant avec tout le monde et faisant des blagues. Maman s'occupait dans la cuisine, faisant semblant de ne pas remarquer le chaos qui se préparait dans l'autre pièce. Finalement, Amanda est apparue, l'air triomphant. « Très bien, Jacob », a-t-elle dit, en frottant ses mains. « C'est l'heure du spectacle. » Je l'ai suivie au sous-sol, l'estomac noué par la nervosité. Le sous-sol était méconnaissable. Ils avaient recouvert les murs de drap noir et éparpillé de fausses toiles d'araignée partout. Une seule table se trouvait au centre de la pièce, recouverte d'objets aléatoires, une boîte verrouillée, un jeu de cartes, quelques fausses clés. On aurait dit une scène tirée d'un film d'horreur à petit budget. Amanda m'a tendu un bandeau. « Mais ça ?» « Sérieusement ?» ai-je demandé. Elle a acquiescé en souriant. « Fais-moi confiance. » À contre-cœur, je me suis bandé les yeux, et Amanda m'a conduit au centre de la pièce. Quand elle a retiré le bandeau, je me suis retrouvé debout devant la table, entouré du reste de la famille. Tous portaient des chapeaux de fête et tenaient des lampes de poche, qu'ils pointaient sur moi comme si j'étais une sorte d'attraction de cirque. « Bienvenue dans l'escape game », a annoncé Amanda de façon dramatique.
Votre mission, si vous l'acceptez, est de résoudre les énigmes et de vous échapper, ou d'en subir les conséquences. Quelles conséquences? Ai-je demandé avec lassitude. Amanda a simplement souri avec suffisance. Tu découvriras. La première énigme semblait assez simple. Je devais trouver la bonne clé pour ouvrir la boîte verrouillée qui se trouvait sur la table. Il y avait une douzaine de clés éparpillées, alors j'ai commencé à les essayer une par une. La famille regardait en silence, leurs visages éclairés par la lueur mystérieuse de leur lampe de poche. Finalement, j'ai trouvé la bonne clé et j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait un morceau de papier avec une énigme. Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Je n'ai pas de corps, mais je prends vie avec le vent. Que suis-je? Un écho, ai-je dit immédiatement. Amanda a haussé un sourcil, clairement impressionnée. Pas mal, a-t-elle dit. Mais ne te réjouis pas trop vite. Ça va devenir plus difficile. Le défi suivant consistait en une série d'indices cachés dans la pièce. Chaque indice menait à un autre, et je devais les relier pour débloquer l'étape suivante. C'était comme une chasse au trésor, mais beaucoup plus frustrant. Pendant tout ce temps, la famille riait et criait des conseils utiles, qui consistaient principalement à crier des réponses incorrectes. Mais ensuite, les choses ont commencé à devenir étranges. Un des indices m'a conduit à une boîte cachée dans un coin du sous-sol. Quand je l'ai ouverte, j'ai trouvé une liasse de vieilles photos. Elles étaient en noir et blanc, décolorées par le temps, et je n'ai reconnu aucune des personnes dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé, tenant une des photos. Le sourire d'Amanda a vacillé pour la première fois. Ça ne fait pas partie du jeu. Alors pourquoi était-ce caché avec les indices? Ai-je insisté. Elle a haussé les épaules, mais son expression avait changé. Elle semblait vraiment mal à l'aise. Et c'est là que j'ai commencé à soupçonner que cette blague n'était pas aussi inoffensive qu'Amanda l'avait prétendu. Après l'étrange expérience de l'escape game, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment d'inquiétude. Amanda avait été son moi exubérant habituel, mais quelque chose dans ces vieilles photos que j'avais trouvées ne collait pas. Et la façon dont son comportement avait changé quand je l'avais confrontée, ça ne me plaisait pas. Ce soir-là, après que la plupart de la famille soit partie et que la maison soit silencieuse, j'ai pris maman et papa à part. Ils étaient dans la cuisine, en train de ranger, discutant du bon déroulement de la fête. Et, on peut parler une seconde? Ai-je demandé, en m'appuyant sur le comptoir. Maman m'a regardé, les mains plongées dans l'eau savonneuse. Bien sûr, Jacob. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est à propos de la blague d'Amanda, ai-je commencé. Je pense que quelque chose ne va pas. Ces photos que j'ai trouvées? Papa m'a interrompu avec un petit rire. Oh, allez, Jacob. Amanda a toujours été théâtrale. C'est juste sa façon de s'amuser. Je suis sérieux, ai-je dit, sur un ton plus aigu. J'ai trouvé une boîte de vieilles photos cachées avec les indices. Elle ne semblait pas avoir de rapport avec la blague, et Amanda a agi bizarrement quand je l'ai mentionné. Maman a soupiré, retirant ses mains de l'évier et les essuyant avec une serviette. Jacob, tu as toujours été sensible à ce genre de choses. Amanda essayait juste de divertir tout le monde. New York Pence Plus. Sensible? Ai-je répété, incrédule. Je ne suis pas sensible. Je te dis que quelque chose cloche. Papa m'a tapoté l'épaule, avec une expression gentille mais condescendante. Écoute, fiston, je pense que tu te fais des idées. Amanda aime bien provoquer, mais c'est tout. Laisse tomber. Jay Sentai's Ma Frustration Monter. Et si ce n'est pas juste une blague? Et si Amanda cache quelque chose? Maman a échangé un regard avec papa, clairement agacé. Jacob, tu fais une montagne de rien. Profitons du week-end, d'accord? Le lendemain, Amanda a redoublé de théâtralité. Elle a commencé à laisser des messages cryptiques sur le groupe de discussion familiale, alimentant l'anticipation de tous pour sa supposée grande finale. Dans un message, elle a écrit « J'espère que vous êtes tous prêts pour le deuxième round. Celui-ci va être inoubliable. » Logan a répondu presque immédiatement, ajoutant une série d'émojis de feu. « J'ai tellement hâte. Quel est le thème cette fois ?» Amanda a répondu avec un émoji clin d'œil « Vous verrez. Disons que ça va vous époustoufler. » Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai écrit une réponse, on est sûr que c'est une bonne idée? Hier soir, c'était déjà trop. La réponse d'Amanda a été rapide et sarcastique. Oh, détends-toi, Jacob. C'est une blague, pas un procès. Le reste de la famille s'est joint à la conversation, me disant de me détendre et d'arrêter d'être rabat-joie. Même maman est intervenue, écrivant, Amanda a travaillé dur là-dessus. Amusons-nous, d'accord. J'avais envie de crier. Étais-je le seul à voir les signaux d'alarme? Plus tard ce soir-là, j'ai décidé de mener ma petite enquête. Si Amanda n'allait pas me dire ce qui se passait réellement, peut-être que je pourrais le découvrir par moi-même. J'ai commencé par interroger Riley, ma cousine de 18 ans, qui avait aidé Amanda à préparer l'escape game. Et, Riley, ai-je dit,
l'interrompant alors qu'elle regardait son téléphone dans le salon. Je peux te demander quelque chose à propos d'hier soir. Elle a levé les yeux, l'air méfiant. Quoi? Les photos dans la boîte. Tu sais d'où Amanda les a sorties? Riley a hésité, se mordant la lèvre. Je ne sais pas. Elle nous a dit de ne pas toucher à cette boîte. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit qu'elle était interdite, a admis Riley. On pensait que ça faisait partie du jeu. Mon cœur s'est serré. Si même Riley, qui avait aidé à préparer la blague, ne savait rien des photos, qu'est-ce qu'Amanda cachait d'autre? Les jours suivants, Amanda a continué à donner des indices sur son plan. Dans un message, elle a écrit « Cette prochaine blague va être un peu personnelle. Disons que, je sais des choses. » Clin d'œil, tout le monde sur le groupe de discussion était ravi. Ma cousine Zoé, toujours friande de drame, a répondu « Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu veux dire ?» La réponse d'Amanda a été énigmatique, comme toujours. Les secrets ont une façon de se révéler. J'ai hâte de voir vos têtes. Je n'en pouvais plus. J'ai appelé Amanda directement. Qu'est-ce que tu fous? Ai-je demandé, dès qu'elle a répondu. Jacob, a-t-elle dit, d'un ton faussement innocent. Pourquoi tu es si sérieux? Arrête tes conneries. C'est quoi ces secrets dont tu parles? Oh, détends-toi, a-t-elle dit en riant. C'est juste pour s'amuser. Ah oui, ai-je répliqué. Parce que j'ai l'impression que tu me tends un piège. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis Amanda a dit, tu devras attendre et voir. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Mon esprit s'emballait avec les possibilités. Qu'est-ce qu'Amanda voulait dire par personnel? Prévoyait-elle de m'humilier à nouveau? Ou était-ce quelque chose de pire? J'ai décidé de confronter mes parents une dernière fois. Peut-être que si je leur montrais à quel point j'étais sérieux, ils finiraient par m'écouter. Je ne pense plus que ce soit juste une blague, leur ai-je dit après le dîner. Amanda insinue quelque chose de plus gros. Mamana supire, l'air fatigue. Jacob, on en a déjà parlé. Amanda est just Amanda. Non, ai-je dit fermement. Elle cache quelque chose, et je pense que ça a un rapport avec ses photos. Papa est secolatat. Jacob, tu dois laisser tomber. Amanda n'essaie de faire de mal à personne. Tu ne le sais pas, ai-je rétorqué. Elle agit bizarrement depuis toute la semaine. Et si cette blague va trop loin? Maman m'a regardé avec un mélange de frustration et de pitié. Jacob, je sais que toi et Amanda avez vos problèmes, mais tu dois lui faire confiance. C'est ta sœur. J'ai voulu argumenter, mais je pouvais voir que c'était inutile. Il n'allait pas me prendre au sérieux. Le lendemain matin, Amanda a envoyé un autre message sur le groupe de discussion familiale. Prêt ou pas, la blague aura lieu ce soir. Ne soyez pas en retard. Clin d'œil, la famille était excitée, faisant des suppositions sur ce qu'Amanda avait prévu. Ma tante Clara a spéculé que ce serait une sorte de chasse au trésor. Logan a plaisanté en disant que ce pourrait être une bataille de ballons d'eau. Personne ne semblait s'inquiéter le moins du monde de mes avertissements. J'avais l'impression de devenir fou. Le jour de la grande finale d'Amanda est arrivé, et je me sentais comme si j'entrais dans une embuscade. Le groupe de discussion familiale avait vibré d'excitation toute la matinée. Les gens faisaient des conjectures extravagantes sur ce qu'Amanda avait préparé, et tout le monde semblait être au courant de la blague, sauf moi. Quand je suis arrivée chez mes parents ce soir-là, le salon était bondé. Amis, famille, même quelques-uns des partenaires de golf de mon père étaient là, remplissant l'espace de bavardage et de rire. Amanda, bien sûr, était au centre de tout, présidant comme la reine du chaos. « Oh, le voilà !» s'est exclamée Amanda quand elle m'a vue, d'une voix assez forte pour que toutes les têtes dans la pièce se tournent. L'homme du moment. « Super !» ai-je murmuré pour moi-même. Je pouvais déjà sentir la chaleur de tous les regards sur moi. Amanda s'est approchée avec une arrogance désinvolte, souriant comme si elle venait de gagner à la loterie. « Prêt à t'amuser, Jake ?»« Je ne pense pas avoir vraiment le choix, n'est-ce pas ?» ai-je répondu, forçant un sourire. La vérité était que je me sentais comme un animal traqué. « Non », a dit Amanda joyeusement, me tapotant le dos. « Très bien, tout le monde. Commençons ?» La première partie de la soirée a été assez inoffensive. Amanda avait préparé un diaporama de photos de familles amusantes, photos de bébés, portraits scolaires gênants et clichés de vieilles vacances. Les gens riaient et applaudissaient tandis que des images embarrassantes de chacun défilaient à l'écran. J'ai même réussi à rire de quelques-unes des miennes. Mais le ton d'Amanda a ensuite changé. « Maintenant, parlons de Jacob », a-t-elle dit, son sourire s'élargissant tandis qu'elle cliquait pour passer à la diapositive suivante. C'était une photo de moi à l'université, portant un horrible pull et tenant un bang à bière. La pièce a éclaté de rire. « Jacob a toujours été un peu particulier », a dit Amanda, sa voix dégoulinant de fausse tendresse. Vous vous souvenez de cette fois où il a essayé d'impressionner une fille à la maison du lac en faisant un salto arrière depuis le quai et qu'il a fini aux urgences?
La foule a hurlé de rire. Mes joues brûlaient tandis que je feignais un sourire pincé. Cette histoire avait été enterrée pendant des années, et maintenant elle était de notoriété publique. Et qui pourrait oublier la tristement célèbre soirée karaoké? A continué Amanda, passant à une vidéo de moi, ivre, massacrant Bohemian Rhapsody au mariage de ma cousine Zoé. La salle était hystérique, et je voulais me cacher sous le canapé. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les blagues d'Amanda sont devenues plus mordantes, plus personnelles. Elle a raconté toutes les histoires embarrassantes qui lui venaient à l'esprit, comme la fois où j'ai accidentellement envoyé un SMS à mon patron au lieu de ma petite amie, ou la fois où je me suis retrouvée enfermée dehors de mon propre appartement avec rien d'autre qu'une serviette. Chaque histoire était accueillie par des éclats de rire, mais je pouvais sentir la tension qui s'accumulait dans ma poitrine. Puis elle a lâché la bombe. Vous savez, a dit Amanda, d'un ton confidentiel, Jacob a toujours été un rêveur. Il a eu tellement de grandes idées au fil des ans. Comme sa petite entreprise. Je me suis figée. Elle n'oserait pas. Oh, Alice, Jacob. Ne me regarde pas comme ça, a dit Amanda en souriant. Tout le monde aime une bonne histoire d'échec. Elle a cliqué pour passer à la diapositive suivante, et la voilà. Une capture d'écran du site web que j'avais créé pour ma start-up ratée, celle dans laquelle j'avais investi toutes mes économies, celle qui avait coulé après 6 mois, me laissant ruinée et humiliée. La pièce est devenue silencieuse pendant un instant, puis les rires ont commencé, nerveux au début, puis de plus en plus forts. J'ai senti le sang se retirer de mon visage tandis qu'Amanda se lançait dans son monologue. Jacob pensait qu'il allait révolutionner le monde des... Quoi déjà? Accessoires personnalisés pour chiens, a-t-elle dit, feignant la confusion. Ah oui. Perfect fit. Il avait même un slogan. Parce que chaque chien mérite un collier sur mesure. N'est-ce pas adorable? Je ne pouvais plus respirer. Mes mains se sont serrées en poing sur les côtés tandis qu'Amanda continuait, détaillant chaque faux pas et chaque échec de mon entreprise comme si c'était la chute d'une blague élaborée. Et le meilleur dans tout ça? A dit Amanda, riant si fort qu'elle pouvait à peine prononcer les mots. Il a dépensé des milliers en marketing, juste pour vendre, quoi? 3 colliers? Dont un à maman. La pièce a éclaté de rire, mais je ne les entendais pas. Ma vision s'est brouillée tandis que je fixais Amanda, qui était trop occupée à savourer l'attention pour remarquer mon expression. Je n'en pouvais plus. Sans un mot, je me suis levée et je suis sortie de la pièce. Les rires m'ont suivi dans le couloir, résonnant dans mes oreilles tandis que je prenais mon manteau et me dirigeais vers la porte. Jacob, attends. Quelqu'un m'a appelé, probablement maman, mais je ne me suis pas arrêtée. Je suis sortie dans la nuit froide, claquant la porte derrière moi. Ma poitrine se soulevait tandis que j'essayais de reprendre mon souffle, l'humiliation me brûlant encore la gorge. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit sans but pendant ce qui m'a semblé des heures, mon esprit s'emballant. Comment Amanda avait-elle pu me faire ça? Devant tout le monde? Ce n'était pas juste une blague, c'était une attaque calculée, conçue pour m'humilier de la pire des manières. Quand je suis finalement arrivée chez moi, il était presque minuit. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages, des excuses de maman, des plaisanteries maladroites de mes cousins, bien sûr, un texto d'Amanda. Allez, Jake. C'était juste une blague. Ne sois pas si dramatique. J'ai regardé l'écran, mes mains tremblant de rage. Une blague? C'est comme ça qu'elle appelait le fait d'exposer mes échecs les plus profonds devant toute notre famille? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai jeté mon téléphone sur le canapé et je me suis assis dans l'obscurité, repassant la soirée encore et encore dans ma tête. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un déluge de notifications sur mon téléphone. Au début, j'ai pensé que ce n'était que des suivis de la famille, peut-être des excuses ou au moins une reconnaissance de la gravité de la situation de la veille. Mais quand j'ai ouvert mes réseaux sociaux, mon cœur s'est effondré. Amanda avait posté une vidéo. La légende disait « Quand une blague familiale se déroule parfaitement ». La voilà, une vidéo des moments forts de mon humiliation, soigneusement montée. Elle commençait par des extraits du diaporama, montrant mes pitreries à l'université et le désastre du karaoké, puis passait à la grande finale, la démolition complète de mon entreprise ratée par Amanda. Elle avait même ajouté des effets sonores ringards et des sous-titres, transformant ma douleur en un sketch comique. Les commentaires étaient pires. Les gens la qualifiaient de hilarante, et certains plaisantaient en disant que c'était brutal, mais brillant. Quelqu'un a même demandé si tout était mis en scène, ce qui, d'une certaine manière, m'a fait me sentir encore pire. Ce n'était pas mis en scène, c'était ma vie. Elle avait déjà accumulé des centaines de j'aime, principalement d'amis et de connaissances d'Amanda. En les parcourant, j'ai senti mon estomac se retourner en voyant les rires d'étrangers. Chaque commentaire était un nouveau coup, me rappelant qu'Amanda avait transformé ma douleur en divertissement. Je ne pouvais pas rester silencieux. Dans le groupe de discussion familiale, j'ai tapé un message, tremblant de frustration. J'ai exigé de savoir à quoi Amanda avait pensé et si elle se rendait compte à quel point la vidéo était humiliante. Mes mots étaient durs,
alimenté par une nuit d'insomnie et un sentiment croissant de trahison. Il y a eu une pause après l'envoi du message, mais les réponses ont commencé à arriver petit à petit. Maman a essayé de me rassurer en disant qu'Amanda n'avait pas voulu me blesser, suggérant que je dramatisais peut-être. Logan est intervenu, minimisant la situation et me disant de me détendre. L'oncle Marc a également participé, disant qu'Amanda ne faisait que divertir tout le monde, ajoutant que je devais apprendre à rire de moi-même. La réponse d'Amanda a été la pire. Elle m'a accusé de jouer la victime et a affirmé que c'était épuisant de gérer mes réactions. Elle m'a dit que je devais arrêter de pleurnicher et commencer à rire de moi-même, me dépeignant comme excessivement sensible et incapable d'encaisser une blague. J'ai serré les poings en lisant ces mots, sentant la piqûre de sa moquerie. Juste au moment où j'étais sur le point de fermer le groupe de discussion, un nouveau message est arrivé. Sarah avait enfin parlé. Elle ne s'est pas retenue, réprimandant Amanda pour son comportement et soulignant que la blague était allée trop loin. Sarah a dit à Amanda d'arrêter de se cacher derrière l'excuse du « c'est juste une blague » et d'assumer la responsabilité de ses actes. Le groupe de discussion est resté silencieux après le message de Sarah. Logan lui a dit faiblement de se détendre, mais Sarah n'a pas reculé. Elle a fermement affirmé que j'avais tout à fait le droit d'être contrariée et que quelqu'un devait demander des comptes à Amanda. Pour la première fois de la journée, j'ai eu le sentiment que quelqu'un comprenait vraiment ce que je traversais. Après la défense audacieuse de Sarah sur le groupe de discussion familiale, je me suis accrochée à une lueur d'espoir qu'Amanda finisse par voir le mal qu'elle avait causé. Mais mon optimisme a été de courte durée. Au lieu de s'excuser, Amanda a doublé la mise, publiant une autre vidéo en ligne, une suite dans laquelle elle se moquait de mes plaintes, ajoutant des sous-titres sarcastiques sur le fait que j'étais trop sensible. Elle ne montrait aucun remords. Pire encore, ma famille a continué à prendre son parti. Maman m'a envoyé un autre long SMS, me pressant de pardonner et oublier, car Amanda n'avait pas voulu me blesser. Papa ne s'est même pas donné la peine d'intervenir, ne voulant manifestement pas prendre parti. Logan faisait des commentaires sarcastiques chaque fois que j'essayais de m'exprimer sur le groupe de discussion. Et même ma tante Clara, qui évitait généralement les drames, a qualifié l'affaire de querelle familiale insignifiante. Je n'en pouvais plus. Les tentatives incessantes d'expliquer mes sentiments, la manipulation, les moqueries flagrantes, c'était trop. Pendant des années, j'avais ignoré le comportement d'Amanda comme quelque chose d'inoffensif, excusé par son charisme et la loyauté aveugle de la famille envers elle. Mais cette fois, elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas défaire. J'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de sauver la situation. Amanda ne me voyait pas comme une personne, juste comme un accessoire pour son divertissement. Et ma famille, malgré toutes ses affirmations d'amour et de soutien, avait clairement indiqué où se trouvaient ses loyautés. J'ai commencé par prendre la décision de couper les ponts. Je l'ai dit à Sarah en premier, sachant qu'elle comprendrait. Quand je lui ai expliqué ce que je ressentais, elle n'a pas essayé de me dissuader. Au contraire, elle m'a soutenue, disant que j'avais parfaitement le droit de me protéger de la toxicité. Tu as fait tout ce que tu pouvais, m'a-t-elle dit. S'ils ne peuvent pas respecter tes limites, tu ne leur dois rien. Ces paroles ont renforcé ma détermination. J'ai écrit un message dans le groupe de discussion familiale, exposant toute une dernière fois. J'ai essayé d'expliquer à quel point les actions d'Amanda ont été blessantes, mais personne ne semble prêt à me prendre au sérieux. Il ne s'agit pas d'une blague, il s'agit d'années à être traité comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Je ne peux pas continuer à me mettre dans des situations où je suis manqué de respect et ignoré. Pour mon propre bien-être, j'ai besoin de prendre mes distances. Je vous souhaite à tous le meilleur, mais je ne peux plus faire partie de cette famille. Les réactions ont été celles auxquelles je m'attendais. Maman m'a supplié de reconsidérer ma décision, m'accusant de diviser la famille. Amanda a posté une série d'émojis rieurs, se moquant de moi-même au milieu de mes adieux. Logan m'a traité de dramatique, et l'oncle Marc m'a fait la leçon sur l'importance de la famille. Mais je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le groupe de discussion et bloqué leur numéro. M'éloigner n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Couper les ponts signifiait plus que prendre de la distance, cela signifiait me protéger des attaques continues d'Amanda. Ces vidéos avaient déjà causé des dommages, diffusant de fausses informations et se moquant de moi publiquement. Des inconnus sur Internet riaient à mes dépens, tout cela à cause de son comportement imprudent. C'est alors que j'ai décidé de prendre des mesures légales. J'ai contacté une avocate, une femme pragmatique nommée Rebecca, spécialisée dans les affaires de diffamation. Quand je lui ai tout expliqué, les vidéos d'Amanda, la façon dont elle me présentait sous un faux jour et la détresse émotionnelle qu'elle m'avait causée, Rebecca n'a pas mâché ses mots. Ce n'est pas juste une querelle familiale, a-t-elle dit. Ce que ta sœur a fait est légalement répréhensible. Elle a utilisé ton image et tes informations personnelles pour t'humilier publiquement, et l'impact sur ta réputation est évident. Nous avons une affaire solide de diffamation. L'entendre dire cela a été comme un poids en moins sur mes épaules. Pour la première fois, quelqu'un était de mon côté sans minimiser mes sentiments ni me dire de passer à autre chose.
Rebecca m'a aidé à intenter une action en justice contre Amanda, invoquant la diffamation et la détresse émotionnelle. Le processus a été long et épuisant. L'avocat d'Amanda, un homme suffisant nommé Paul, a essayé de présenter les vidéos comme des blagues inoffensives, prétendant qu'elles étaient protégées par la liberté d'expression. Mais Rebecca a été implacable. Elle a présenté des preuves des dommages causés par les vidéos d'Amanda, y compris des captures d'écran de commentaires en ligne me ridiculisant et le témoignage de Sarah sur la façon dont l'expérience m'avait profondément affectée. Au procès, l'arrogance d'Amanda était évidente. Elle a roulé des yeux pendant mon témoignage, a souri avec suffisance lorsque Rebecca a présenté ses arguments et a même ri lorsque le juge a remis en question ses motivations pour publier les vidéos. Son attitude s'est retournée contre elle. Le juge a statué en ma faveur, ordonnant à Amanda de payer des dommages et intérêts et de publier des excuses publiques. La victoire a été douce amère. Bien que je me sois senti bien de la tenir enfin responsable, toute l'expérience m'avait laissé épuisée. Après le procès, j'ai pris une autre mesure pour me protéger. J'ai demandé une ordonnance restrictive contre Amanda. J'avais vu de mes propres yeux jusqu'où elle était capable d'aller pour attirer l'attention, et je ne lui faisais pas confiance pour respecter mes limites. L'ordonnance restrictive lui interdisait de me contacter directement ou indirectement, ce qui me garantissait de pouvoir aller de l'avant sans craindre d'être davantage harcelé. Couper le contact avec le reste de ma famille a été plus difficile. Malgré tous leurs défauts, ils étaient toujours ma famille, et m'éloigner d'eux, c'était comme abandonner une partie de moi-même. Mais la vérité était qu'ils m'avaient abandonné bien avant que je ne prenne la décision de couper les ponts. En permettant le comportement d'Amanda et en refusant de me défendre, ils m'avaient montré quelle était ma place dans leurs priorités. Avec le temps, le silence est devenu une source de paix. Sans le drame constant, j'ai pu me concentrer sur la reconstruction de ma vie. Sarah est restée une source de soutien, prenant régulièrement de mes nouvelles et me rappelant que je n'étais pas seule. Elle a même coupé les ponts avec Amanda, disant qu'elle ne pouvait pas cautionner ce que sa cousine avait fait. Je préfère avoir une relation saine que 12 relations toxiques, m'a-t-elle dit. Ces paroles ont résonné profondément en moi. Amanda n'a jamais publié les excuses publiques ordonnées par le tribunal, mais ses vidéos ont disparu des réseaux sociaux peu de temps après le verdict. Que ce soit par dépit ou par honte, elle a cessé de me mentionner complètement. La famille a essayé de me contacter une ou deux fois, mais j'ai ignoré leur tentative. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Après avoir coupé les ponts avec ma famille et gagné le procès contre Amanda, je savais que je ne pouvais pas rester dans la même ville. Partout où j'allais, il y avait des rappels du drame. Le café où j'avais l'habitude de retrouver Sarah, maintenant teinté de rencontres gênantes avec des membres éloignés de la famille. Ou les rues où je croisais occasionnellement les amis d'Amanda, qui souriaient d'un air suffisant ou chuchotaient. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où je pourrais vraiment laisser la toxicité derrière moi. Olivia, ma petite amie depuis 2 ans, a été la première à suggérer que nous déménagions. Elle avait été mon roc tout au long de cette épreuve, me soutenant tranquillement sans jamais trop me pousser. Un soir, alors que nous étions assis dans le petit salon encombré de mon appartement, elle a abordé le sujet. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, d'une voix douce mais ferme. Et si on laissait tout ça derrière nous? Une nouvelle ville, un nouveau départ, pour nous deux. Ces mots m'ont frappé comme une bouffée d'air frais. Je l'ai regardée, voyant le mélange d'espoir et d'inquiétude dans ses yeux verts. Olivia ne me faisait pas seulement une suggestion, elle me lançait une bouée de sauvetage. Où irions-nous? Ai-je demandé, même si je sentais déjà une étincelle d'excitation à cette idée. Où nous voulons, a-t-elle dit avec un petit sourire. Quelque part qui nous ressemble, à nous. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à planifier. Olivia travaillait à distance en tant que graphiste, ce qui nous donnait la flexibilité de choisir presque n'importe quel endroit. Je travaillais en tant que rédacteur indépendant, donc mon travail pouvait également être délocalisé. Après avoir fait des recherches sur différentes villes, nous avons opté pour Portland, une ville dynamique et créative, suffisamment éloignée pour avoir l'impression d'un nouveau départ, mais suffisamment proche pour que Sarah puisse nous rendre visite. Le processus d'emballer ma vie a été doux amer. En rangeant mes affaires dans des cartons, je suis tombée sur de vieilles photos et des souvenirs de réunions de famille, des souvenirs d'une époque plus heureuse, avant que les choses ne tournent mal. Olivia a remarqué mon humeur un soir, alors que je tenais une vieille photo de moi et d'Amanda, enfant. Tu n'as pas besoin de tout jeter, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas parce que tu pars que tu dois oublier les bons moments. Ces paroles sont restées gravées en moi. J'ai décidé de garder une petite boîte de souvenirs, non pas pour m'accrocher à la douleur, mais comme un rappel du chemin parcouru. Le déménagement en lui-même a été chaotique, mais excitant. Olivia et moi avons chargé nos affaires dans un camion de location et avons entrepris le long voyage vers Portland. Le trajet a été symbolique, une prise de distance physique et émotionnelle de tout ce qui m'avait retenu. Nous nous sommes arrêtés dans des restaurants routiers, avons mis la musique à fond et avons ri de rien en particulier. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti léger. Lorsque nous sommes arrivés à Portland, la ville nous a accueillis à bras ouverts.
Notre nouvel appartement était petit mais charmant, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. Le quartier regorgeait de cafés et de librairies originales, le genre d'endroit où il était impossible de rester coincé dans le passé. Recommencer à zéro n'a pas été facile. Je portais beaucoup de bagages émotionnels, et il est rapidement devenu évident que j'avais besoin de plus d'aide qu'Olivia ne pouvait m'en apporter seule. Elle m'a encouragé à consulter un thérapeute, quelqu'un qui pourrait m'aider à traiter tout ce qui s'était passé. C'est ainsi que j'ai rencontré le docteur Harris, un homme calme et empathique d'une 50aine d'années, qui avait le don de poser les bonnes questions. Lors de notre première séance, je lui ai tout raconté. Les années de blagues d'Amanda, le manque de soutien de ma famille et la façon dont tout avait culminé avec le procès et la rupture des liens. Vous avez porté un lourd fardeau pendant longtemps, a-t-il dit après que j'ai terminé. Il n'est pas étonnant que vous vous sentiez accablé. Mais il semble que vous ayez déjà fait de grands pas pour vous protéger, et c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. La thérapie est devenue une bouée de sauvetage. Avec les conseils du docteur Harris, j'ai commencé à défaire les schémas de mon passé, la façon dont je m'étais toujours efforcé de maintenir la paix dans ma famille, même au détriment de mon propre bien-être. J'ai appris à fixer des limites, non seulement avec les autres, mais aussi avec moi-même. Pour la première fois, j'ai commencé à comprendre que ma valeur n'était pas liée à ce que je pouvais endurer ou à ma capacité à rendre les autres heureux. Olivia a été ma plus grande supportrice tout au long du processus. Elle célébrait mes petites victoires, comme lorsque j'ai commencé à dire non sans me sentir coupable, ou lorsque j'ai arrêté de consulter les réseaux sociaux d'Amanda par curiosité morbide. Le week-end, nous explorions Portland ensemble, découvrant des trésors cachés comme une librairie confortable où elle dessinait pendant que je flânais, ou un sentier de randonnée qui menait à une vue imprenable sur la ville. Mais Olivia avait aussi ses propres combats. Le déménagement avait également été un ajustement pour elle, et il y a eu des moments où je l'ai vue lutter contre le mal du pays ou la pression d'être mon principal soutien. Un soir, alors que nous cuisinions ensemble, elle a admis qu'elle se sentait parfois coupable de ne pas pouvoir tout arranger pour moi. « Tu n'as rien à arranger », lui ai-je dit en lui prenant la main. « Juste être là avec moi, c'est suffisant. » Cette conversation a approfondi notre lien. Il ne s'agissait pas que l'un de nous porte l'autre, il s'agissait de parcourir le chemin ensemble, côte à côte. Au fil des mois, j'ai commencé à reconstruire mon estime de moi. Je me suis inscrit à un groupe d'écrivains local, où j'ai rencontré des gens qui partageaient ma passion pour la narration et la créativité. L'un d'eux, un romancier nommé Liam, est devenu un ami proche. Il avait un sens de l'humour pince sans rire et un don pour me sortir de ma coquille, que ce soit en me traînant à des soirées micro ouverts ou en me convainquant de soumettre mon travail à un magazine local. Grâce à la thérapie, aux amitiés et au soutien indéfectible d'Olivia, je me suis retrouvée. Le poids du passé ne s'est pas évaporé du jour au lendemain, mais il ne me définissait plus. J'ai commencé à voir mon histoire non pas comme une série d'échecs ou de trahisons, mais comme un témoignage de ma résilience. Un jour, alors que je me promenais dans le parc près de notre appartement, j'ai ressenti un sentiment de paix inconnu. Le soleil filtrait à travers les arbres, et l'air sentait le café fraîchement moulu d'un stand voisin. J'ai réalisé que je ne pensais pas à Amanda, ni à ma famille, ni à la douleur qu'ils avaient causée. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais simplement présent, profitant du moment. Quand je suis rentrée à la maison, Olivia était assise à la table de la cuisine, en train de dessiner. Je l'ai embrassée sur le front et je lui ai raconté ma promenade. Elle a souri, ses yeux se plissant au coin. « Tu as l'air heureux », a-t-elle dit. « Je crois que je le suis », ai-je répondu, surpris de constater à quel point c'était vrai. Les mois ont passé, et la vie à Portland a continué à s'épanouir pour Olivia et moi. Le procès, l'ordonnance restrictive et la rupture des liens avec ma famille semblaient appartenir à une autre vie. Mais des nouvelles d'Amanda me parvenaient encore, principalement par l'intermédiaire de Sarah, qui respectait mes limites mais partageait occasionnellement des mises à jour lorsqu'elle pensait que je devais être au courant. Un après-midi, alors que j'étais dans un café en train de réviser un article pour un client indépendant, Sarah m'a appelé. Son ton était un mélange de curiosité et d'incrédulité alors qu'elle décrivait les dernières conséquences des actions d'Amanda. Elle a perdu son travail, Jacob, a dit Sarah. Tu ne vas pas le croire. Apparemment, quelqu'un de son bureau est tombé sur une des vidéos qu'elle a faites sur toi. Ils l'ont signalé au RH. Entendre cela a été un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Amanda avait toujours été fière de sa réputation, cultivant une image de leader confiante et charismatique. Elle travaillait comme chef d'équipe dans une agence de marketing branchée, où son charme et son esprit lui avaient valu de nombreux amis. Mais la vidéo, avec son ton moqueur et ses attaques personnelles, la dépeignait sous un tout autre jour. Elle a essayé de la faire passer pour une blague, mais les RH n'ont pas gobé. Ils ont dit que cela donnait une mauvaise image de l'entreprise et l'ont licenciée, a poursuivi Sarah. J'ai posé ma tasse de café, assimilant la nouvelle. Même si je n'avais pas l'intention de reprendre contact avec Amanda, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de regret sur la façon dont les choses s'étaient déroulées. Non pas que je la plaignais,
Je plaignais la personne qu'elle aurait pu être si elle avait appris à assumer la responsabilité de ses actes. Avec le temps, Sarah a partagé d'autres nouvelles. Amanda était devenue l'ombre d'elle-même, évitant les réunions de famille et se retirant de ses cercles sociaux habituels. Elle avait toujours été la star de chaque événement, mais maintenant son nom était plus susceptible d'évoquer des murmures et des regards gênés que de l'admiration. Les gens ne lui font plus confiance, a dit Sarah. Ils ont peur qu'elle se retourne contre eux comme elle l'a fait avec toi. Malgré tout, Amanda refusait toujours de s'excuser. Lorsque les membres de la famille la confrontaient aux conséquences de son comportement, elle rejetait la faute, m'accusant d'exagérer et de lui gâcher la vie. Mais les fissures dans sa façade devenaient impossibles à ignorer. Même mon père, qui avait toujours été le plus grand défenseur d'Amanda, a commencé à fléchir. Un soir, Sarah m'a appelé avec une nouvelle surprenante. Oncle James a finalement admis qu'Amanda avait tort, a-t-elle dit. En fait, il s'est excusé en son nom lors d'un dîner de famille. J'ai ressenti une lueur de quelque chose. De la gratitude? Une forme d'apaisement? C'était difficile à cerner. Papa avait passé des années à minimiser le comportement d'Amanda, trouvant toujours des excuses pour elle et me demandant d'être la personne la plus mature. Entendre qu'il avait enfin reconnu son erreur m'a semblé être une petite victoire, même si c'était trop peu, trop tard. Il veut te parler, a ajouté Sarah avec prudence. Il a dit qu'il regrettait de ne pas être intervenu plus tôt et qu'il voulait arranger les choses. J'y ai longuement réfléchi après avoir raccroché. Pendant des années, j'avais aspiré à des excuses de mon père, à une reconnaissance du fait que je n'étais pas le problème, que le comportement d'Amanda n'était pas correct. Mais maintenant qu'on me les offrait enfin, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. Lorsque papa m'a finalement contacté, laissant un message vocal sincère dans lequel il s'excusait pour son rôle dans la dynamique familiale, j'ai écouté attentivement. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a admis qu'il m'avait laissé tomber, qu'il avait été trop aveuglé par son désir de maintenir la paix pour voir à quel point il me faisait du mal. Je ne l'ai pas rappelé. Ce n'était pas par dépit, c'était par instinct de conservation. J'avais travaillé trop dur pour reconstruire ma vie pour risquer de rouvrir de vieilles blessures. Le pardon ne devait pas nécessairement signifier la réconciliation, et j'avais enfin trouvé la paix en lâchant prise. Dans la nouvelle vie qu'Olivia et moi construisions, les schémas toxiques de mon passé n'avaient pas leur place. Au lieu de cela, nous nous sommes concentrés sur la création de quelque chose qui nous était propre. Les vacances sont devenues l'occasion de nouvelles traditions, des matins tranquilles avec des roulés à la cannelle fait maison, de longues promenades dans l'air frais de l'automne et des soirées à regarder de vieux films sur le canapé. Notre premier Noël à Portland a été particulièrement spécial. Au lieu du chaos habituel des réunions de famille, Olivia et moi avons décoré un petit sapin dans notre appartement, le parent de petites lumières blanches et d'ornements faits main. Nous avons échangé des cadeaux au coin du feu, riant en déballant les surprises soigneusement choisies l'un pour l'autre. C'était simple, mais c'était parfait. La thérapie a continué à jouer un rôle crucial dans ma guérison. Le docteur Harris m'a aidé à gérer la culpabilité persistante et les émotions complexes qui entouraient ma famille. Il y avait des jours où les bons moments me manquaient, les rires, les repas partagés, le sentiment d'appartenance. Mais je me rappelais à moi-même que ces moments n'étaient qu'une partie de l'histoire. Le reste était un cycle de douleur et de rejet dont j'étais enfin libérée. Olivia a été mon ancre tout au long du processus. Elle m'a encouragée à me concentrer sur l'avenir, à canaliser mon énergie dans les choses qui m'apportaient de la joie. Ensemble, nous rêvions de ce à quoi ressemblerait notre vie dans les années à venir, une maison pleine de lumière et de rire, des carrières qui nourriraient nos passions, peut-être même une famille à nous un jour. Un après-midi de printemps, alors que nous étions assis sur le balcon de notre appartement, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas, Olivia s'est tournée vers moi avec une expression pensive. « Quelle est la chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais eu l'occasion de faire ?» m'a-t-elle demandé. La question m'a pris au dépourvu. Pendant si longtemps, j'avais été consumée par le passé, par le poids de la toxicité de ma famille, que je ne m'étais pas permis de rêver. Mais maintenant, avec Olivia à mes côtés, les possibilités semblaient infinies. J'ai toujours voulu écrire un livre, ai-je admis. Quelque chose de réel. Quelque chose d'honnête. Son visage s'est illuminé. Alors tu devrais le faire. Au cours des mois suivants, je me suis plongée dans le projet, écrivant jusque tard dans la nuit tandis qu'Olivia dessinait à mes côtés. Le livre est devenu un moyen de traiter tout ce que j'avais vécu, une histoire non seulement de douleur, mais aussi de résilience, de croissance et du pouvoir de recommencer. Lorsque j'ai enfin terminé le manuscrit, Olivia a été la première personne à le lire. Elle est restée éveillée toute la nuit, dévorant chaque page. Et quand elle a terminé, elle m'a serré dans ses bras. « C'est incroyable », a-t-elle dit. « Tu dois partager ça avec le monde. » Avec le temps, la vie a pris un rythme régulier et satisfaisant. Je me suis entourée de personnes qui m'appréciaient et me respectaient, construisant des amitiés fondées sur le soutien mutuel plutôt que sur l'obligation.
Olivia et moi avons continué à explorer la ville, trouvant de la joie dans les petites choses, un nouveau café, un parc caché, une escapade spontanée sur la côte. La douleur du passé n'a pas complètement disparu, mais elle ne me définissait plus. La chute d'Amanda, les excuses tardives de mon père et la distance que j'avais mise entre ma famille et moi faisaient partie du voyage, mais ils n'étaient plus au centre de mon histoire. L'avenir qu'Olivia et moi créions était fait d'amour, d'espoir et de possibilités infinies. Et pour la première fois, je me suis sentie véritablement libre de l'embrasser.